Путин, оно идет не только, как говорится, по военной линии, по экономической тоже. Si vous contrôlez l'esprit des gens, vous pouvez prolonger une guerre aussi longtemps que vous le souhaitez. Au départ, ce plan a parfaitement fonctionné pour Poutine. Le Kremlin avait une autorité absolue et inébranlable. Peu importe à quel point les choses allaient mal, la faute ne retombait jamais sur le tsar. Il y avait toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Mais Poutine était ce sommet sacré où la critique ne pouvait jamais atteindre, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, cette autorité absolue et inébranlable s'effondre sous nos yeux. La propre machine de propagande de Poutine a maintenant tourné son canon directement sur lui. La grande omerta que le Kremlin a protégée pendant des années est brisée par les élites loyales que Poutine lui-même a créées. Commandants, députés de la Douma, oligarques et personnalités de la télévision payées par le Kremlin acceptent tous la grande défaite. Et cette acceptation n'est plus une affirmation des médias occidentaux ou une rumeur chuchotée à huis clos. Elle est désormais diffusée directement sur les écrans contrôlés par l'État lui-même. Gardez les yeux sur l'écran et vous verrez étape par étape comment cette machine de loyauté sans faille, construite de la main même de Poutine, se retourne maintenant contre lui et comment elle fait tomber tout un empire de l'intérieur. Tout a commencé avec la confession désespérée de Maxime Kalachnikov, un fervent partisan de Poutine et propagandiste zeb bien connu. Kalachnikov a annoncé que les missiles Flamingo ukrainiens avaient atteint la République de Tchouvatchi au cœur de la Russie. Ce n'était pas une simple histoire de violation de frontières à passer sous silence dans les nouvelles du soir. Pourquoi? Parce que la frappe sur la Tchouvatchi n'est pas simplement une question de coordonnées. Le fait qu'une région à des milliers de kilomètres à l'intérieur de la frontière ukrainienne ait été frappée signifie que le bouclier de défense aérienne de la Russie s'est officiellement effondré. Il n'existe plus de zone de sécurité à l'intérieur du territoire russe. Les élites à Moscou n'étaient plus en sécurité même dans leur propre maison. Une nouvelle menace à l'horizon plonge les cauchemars des élites russes dans une dimension bien plus sombre. Le développement qui a vraiment alimenté la panique est venu avec l'annonce prouvant que l'Ukraine ne fait pas que se défendre, mais a également fait un bond technologique. Le nom de la menace, FP9. Denis Stillman, cofondateur et concepteur en chef de l'entreprise de défense ukrainienne Firepoint, est apparu devant les caméras et a annoncé au monde qu'il travaillait sur ce missile balistique de nouvelle génération capable de frapper directement des cibles à Moscou sans pitié. Le FP9 atteindra facilement des cibles à Moscou car il aura une très grande vitesse d'arrivée sur la cible. Nous n'avons pas besoin de terminologie militaire complexe pour comprendre pourquoi des vents froids ont soufflé dans les couloirs du Kremlin après cette annonce. Nous avons seulement besoin de regarder un fait technique simple et des mathématiques de base. Pendant des années, la Russie a vendu ses missiles Iskander au monde comme le summum de l'ingénierie militaire. Les missiles Iskander atteignent une vitesse d'environ 800 mètres par seconde. C'est une vitesse dangereuse en soi. Cependant, la conception matérielle du missile FP9 de l'Ukraine est conçue pour une vitesse dépassant 1200 mètres par seconde. Qu'est-ce que cela signifie sur le champ de bataille? Cela signifie que les célèbres systèmes de défense aérienne S-400 de Poutine, qu'il vend depuis des années au monde comme un bouclier invincible, sont effectivement rendus inutiles. Alors que le bouclier militaire externe s'effondre morceau par morceau avec les FP9 et les flamants roses, le véritable grand effondrement se produit à l'intérieur, sur les écrans. Ce ne sont pas seulement les armes qui maintiennent un régime debout. C'est la machine de propagande qui convainc le peuple que ces armes sont invincibles. Vladimir Poutine a fait fonctionner cette machine parfaitement pendant des années. Mais aujourd'hui, sur l'échiquier mondial, l'axe des amis de Poutine s'effondre comme un château de cartes. Cela déclenche une profonde crise existentielle parmi l'élite russe. Regardons de plus près les moments de diffusion en direct de Sergei Karnokov, l'une des personnalités télévisuelles les plus reconnaissables du Kremlin et un commentateur régulier sur la célèbre chaîne Solovyov Live. Karnokov était un homme qui apparaissait chaque soir dans le studio depuis des années, se vantant avec une grande arrogance et plaisir de la disparition de l'Occident et de la puissance de la Russie. Il rabaissait ceux qui lui faisaient face et proférait des menaces nucléaires. Mais soudain, il a réalisé que ses propres alliés avaient été détruits, que le front autoritaire en lequel ils avaient confiance s'était effondré. Et en direct à la télévision, mettant de côté son arrogance artificielle, il a posé, paniqué, la question dangereuse qui ne serait normalement jamais posée sur une chaîne d'État russe. Quand vont-ils nous attaquer? Ou nous ont-ils déjà attaqués? Osez et considérez le poids de cette phrase. Sur une chaîne d'État, le porte-parole du régime admet ouvertement qu'ils sont ciblés, et il continue. Comprenons-nous que parler de l'Iran, c'est aussi parler de la Russie? J'ai une question inquiétante. Sommes-nous les prochains? Karnokov n'est pas seul.
Alexandre Douguine, connu comme le principal idéologue du monde russe et l'un des noms façonnant l'esprit de Poutine, a également officiellement confirmé cette impuissance. Nos alliés sont systématiquement éliminés un par un. Si les gardiens de la révolution en Iran tombent, ce sera notre tour. Le député de la Douma Gouroulev a également confirmé amèrement cet isolement. C'est alarmant, nous perdons nos alliés sous nos yeux. D'abord, le Venezuela est tombé. Maintenant, les Israéliens brûlent complètement l'Iran. Nous sommes laissés seuls. Moscou est entouré de l'extérieur, ses alliés détruits et à portée de missiles. Cette image a littéralement rendu fous les ultranationalistes à l'intérieur du pays. Les patriotes russes et les blogueurs de guerre en sont maintenant arrivés à une conclusion. Le pays est dirigé par des traîtres. Eh bien, moi et mes camarades, y compris ceux de combat, nous croyons qu'un groupe d'agents et d'espions siège au plus haut échelon du pouvoir. Cette colère n'est plus confinée aux studios de télévision ou aux chaînes Telegram. Cette colère a pénétré directement dans le cœur des soldats armés en première ligne. Le régime de Poutine a pris un énorme pari pour faire taire l'opposition politique intérieure, empêcher la diffusion de la vérité et cacher l'ampleur de la crise imminente. Il a décidé de ralentir et de bloquer l'application Telegram à travers la Russie. Mais ils ont oublié ou ignoré un fait massif. Malgré son budget de défense de plusieurs milliards de dollars, l'armée russe ne dispose pas d'un réseau de communication militaire moderne et indépendante opérant sur le terrain. Oui, vous avez bien entendu. Les soldats russes effectuent toutes les communications vitales dans la zone d'opération militaire spéciale, y compris les coordonnées d'artillerie et les avertissements d'attaque de drones via Telegram, une simple application de messagerie utilisée par les civils. D'abord, ils ont perdu l'accès à Starlink. Maintenant, Telegram a été retiré. Quel a été le résultat? Un chaos total, de la panique et des morts inutiles sur le terrain. Les soldats étaient aveugles car ils ne pouvaient pas suivre les attaques de drones ukrainiens en temps réel. La communication entre les unités a été coupée. La situation est devenue si incontrôlable que des soldats russes masqués ont commencé à envoyer des messages vidéo menaçants directement à Poutine et au Kremlin. Écoutez attentivement ces mots. Le fait que vous vouliez maintenant nous retirer cet outil, eh bien, qui sème le vent récolte la tempête. Le député de la Douma d'État, Sergei Mironov, prenant le parti des soldats, a ouvertement qualifié d'idiots les fonctionnaires de l'État qui ont ralenti Telegram. Qui ralentit Telegram? Allez sur le front. Rejoignez le SMO. Que faites-vous, idiots? J'appelle les choses par leur nom. Vous êtes des idiots? Le député Gourouliov a admis que ce ralentissement a directement profité à l'OTAN et a porté un coup à la lutte de la Russie. Le porte-parole de Poutine, Peskov, a désespérément tenté de sauver la situation en bafouillant que la communication sur le front via Telegram devrait déjà être impossible. Cette situation déclenche la colère des soldats envers le commandement central. Alors, pourquoi les soldats sont-ils si en colère contre le commandement central? Parce que la structure de commandement a rompu son lien avec la réalité du front il y a des années. Les soldats ont perdu toute confiance en leurs généraux. Rappelez-vous, plus tôt, le chef d'état-major général russe Valery Gerasimov est apparu devant les caméras et a affirmé que Kupiansk-Uzlovaya avait été capturé. Pourtant, à ce moment-là, les soldats russes étaient à des kilomètres de cette ville et des analystes indépendants ont immédiatement exposé ce mensonge. Les soldats en première ligne savent très bien comment leurs commandants fabriquent des victoires imaginaires pour s'attirer les faveurs de Moscou et comment ils les abandonnent à leur mort. Et aujourd'hui, les soldats russes sont plus proches de la mort. Cette confession du capitaine de réserve russe Maxim Klimov est un véritable tableau du front. Nous nous heurtons à un mur. Nous ne pouvons rien voir au-delà de courtes distances. Pendant ce temps, la réponse qui vient de là est très efficace. Les fournitures pour les combattants en première ligne sont littéralement livrées au compte-gouttes. La situation n'est pas seulement ainsi sur Terre. La célèbre marine, censée être la maîtresse de la mer Noire, a maintenant été repoussée dans les baies, comme le dit le journaliste militaire russe Yuri Kotenok. Ils ne peuvent rien faire d'autre que se cacher. Les généraux mentent. L'armée n'a pas de logistique. La marine se cache et l'État aveugle délibérément les soldats en fermant le réseau de communication qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour survivre. Mais la colère des soldats n'est pas le seul problème du Kremlin, car ceux qui sont censés financer cette guerre, à savoir les oligarques, ont également réalisé qu'ils se font plumer et ont levé le drapeau de la rébellion. Oleg Deripaska, l'un des oligarques les plus puissants, les plus riches et autrefois les plus proches du Kremlin, a rompu des années de silence avec un éclat de colère sans précédent.
Deripaska n'a pas seulement critiqué les taux d'intérêt de la Banque centrale, il a directement visé la gestion de la guerre par Poutine, sa vision économique et l'avenir de tout un pays. Dans son message original, publié sur son canal Telegram officiel mais rapidement atténué par des déclarations conciliantes par crainte, Deripaska a officiellement lu l'arrêt de mort du système. Nous gaspillons bêtement tout ce qui a été mobilisé à travers des efforts si ardus et persistants en 2022 à 2023. Une expérience extrêmement primitive est en cours et cette expérience se terminera de manière peu glorieuse par la faillite de milliers d'entreprises et de commerces qui pourraient travailler pour le bien de notre pays choisi par Dieu. Veuillez noter le poids de ces mots. Un milliardaire russe qualifie la politique d'État de Poutine de gaspillage insensé et d'expérience primitive. Deripaska déclare qu'il assiste impuissant à l'effondrement du rêve de l'URSS 2.0 de Poutine. Il se rebelle contre les taux d'intérêt catastrophiques imposés par les banques d'État et le rouble totalement absurde et surévalué. Rien que tout le monde dans le monde des affaires partage ce point de vue. Il pose la question cruciale qui résonne dans les couloirs du Kremlin, où sont les gens intelligents? Alors pourquoi ces gens deviennent-ils soudainement fous? Parce que l'État dépouille impitoyablement ses propres hommes d'affaires pour rester à flot. Les entreprises ont complètement perdu leur confiance dans l'État. Alexander Shokin, président de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, a dit directement à Poutine « Nous ne vous croyons plus ». Vladimir Poutine avait promis à plusieurs reprises lors du Conseil de développement stratégique en décembre que l'augmentation de la TVA serait temporaire. Cependant, en raison des milliers de milliards de roubles engloutis par la guerre, le ministère des Finances a augmenté de façon permanente la TVA à 22% pour financer l'armée. Shokin a dressé un tableau incroyablement sombre lors du forum fiscal, déclarant que le lien de confiance avait été rompu en affirmant « Malgré la déclaration du président Poutine, 40% des entreprises s'attendent à ce que la charge fiscale augmente encore au cours des 5 prochaines années. Ce n'est pas seulement une question de TVA, c'est une opération de démantèlement systématique. L'impôt sur les sociétés augmente, l'impôt minier augmente. Mais le véritable problème, ce sont les centaines de nouveaux paiements non fiscaux qu'ils ne peuvent même pas nommer. Les pénalités pour impact environnemental ont été augmentées de centaines, voire de milliers de fois. De nouvelles redevances ont été introduites pour la publicité en ligne. L'ancien vice-ministre des Finances, Sergei Chatalov, compare cette situation aux jours chaotiques de la liberté fiscale à la fin des années 1990. Les maîtres de l'argent lancent des avertissements clairs. Vladimir Rachevski, président du comité fiscal du RSPP, fait un diagnostic très clair, notant que le déficit budgétaire a augmenté de plus de 2,5 trillions de roubles et que les taux d'intérêt élevés ont drainé encore 1,5 à 2,0 trillions de roubles du Trésor. Continuer la politique actuelle menace d'arrêter complètement le processus d'investissement en Russie. Alors que les murs du palais résonnent de la rébellion des oligarques, des confessions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus destructrices, commencent à émerger de la politique, du Parlement du Kremlin et des gouvernements locaux. Tandis que les oligarques s'inquiètent de leurs investissements et de leurs milliards, les politiciens font face à un problème bien plus dangereux auquel Poutine ne peut faire face. Les gens dans les rues dont les maisons ont été détruites. Le coût de la guerre a maintenant atteint des proportions si énormes que les services locaux et les fonctions étatiques de base sont à l'arrêt. Andrei Gurulev, membre de la Douma d'État russe et général à la retraite, a toujours été un représentant de l'aile ultranationaliste et belliciste, mais même lui ne peut plus cacher la vérité. Dans son discours à la Douma, il a admis que les caisses de l'État sont vides avec ces mots frappants. Aujourd'hui, le budget est insuffisant. Nous avons un énorme déficit budgétaire. Ils disent que tout va bien, que les revenus sont solides. Mais regardez la taille du déficit. Il est clair qu'il n'y a pas assez d'argent. Gurulev n'a pas seulement parlé du déficit budgétaire. Il a révélé une vérité douloureuse qui affecte directement les gens. Le programme fédéral de logement d'urgence a été suspendu. Savez-vous ce que cela signifie? Dans le froid glacial de la Russie, les maisons des personnes vivant dans d'anciens bâtiments soviétiques ne seront pas rénovées parce que tout l'argent va aux missiles et aux pertes sur le front. Mais la fracture politique ne se limitait pas aux aveux budgétaires. Le plus grand tabou a été brisé dans un conseil local. Dans la Douma locale de la région de Samara en Russie, le politicien de 69 ans Grigori Yeremeyev a prononcé la phrase que personne n'avait osé dire à haute voix depuis des années. S'adressant à ses collègues députés, il les a appelés à partager la responsabilité avec Poutine pour l'échec de l'opération militaire spéciale et à exiger que la guerre soit arrêtée immédiatement, affirmant qu'elle avait atteint un point insupportable.
Ce n'est pas seulement une plainte, c'est un tournant. Dans un État policier comme la Russie, le fait qu'un politicien local ait publiquement déclaré que la guerre est un échec et ait directement blâmé Vladimir Poutine pour cela est le signe le plus clair que la barrière de la peur a été complètement brisée. Au-dessus, les oligarques disent qu'ils se font voler. Au milieu, les politiciens admettent que les quêtes sont vides. Et à la base, les membres des conseils locaux blâment clairement Poutine. Pourquoi toutes les flèches de la critique se sont-elles soudainement tournées vers Poutine? Parce que le système que Poutine a construit reposait sur le pouvoir d'un seul homme. Pendant 20 ans, il a pris le crédit de tous les succès, de la croissance économique et de la puissance militaire. Par conséquent, la facture pour l'effondrement multifacette d'aujourd'hui, la perte d'alliés, le cannibalisme économique et l'aveuglement sur le front est naturellement envoyée directement à lui. Les oligarques voient fondre leur argent, les soldats voient l'incompétence sur les lignes de front, et les idéologues voient l'encerclement géopolitique de la Russie comme le résultat des décisions personnelles de Poutine et non du système. C'est pourquoi la fameuse omerta a été brisée. Alors, cette situation est-elle le signe avant-coureur d'un soulèvement interne, d'une révolution? Oui, c'est le processus de fermentation d'une révolution potentielle. Le soulèvement de Wagner mené par Prigojine nous avait déjà montré à quel point le système est fragile. Cependant, nous ne pouvons pas dire qu'une révolution se produira bientôt car les purges à la manière du KGB du Kremlin et les mécanismes de peur sont toujours en place. Ils arrêtent d'anciens généraux et essaient de contrôler les médias. Mais une fois que le mur de la peur est brisé, on ne peut pas le reconstruire avec les mêmes pierres. Cette fracture parmi les élites et le profond mécontentement parmi le peuple, surtout à l'approche des élections cruciales de la Douma en 2026, est une faiblesse politique fatale pour Poutine. Que peut faire Poutine maintenant? Il peut arrêter les oligarques qui le critiquent, fermer Telegram à tout prix, imposer de nouvelles sanctions. Mais on ne peut pas gagner une guerre en aveuglant ses propres soldats et en dépouillant ses propres investisseurs. Cela ne fait qu'accélérer l'effondrement économique et militaire. Il peut chercher un cessez-le-feu immédiat en déclarant « Nous avons atteint nos objectifs ». Mais il n'y a pas de victoire en vue. Les ultranationalistes et les blogueurs Z verront une paix sans victoire comme une trahison pure et simple et l'accuseront de faiblesse. Il pourrait déclarer une mobilisation totale pour maintenir le contrôle ou augmenter les menaces asymétriques, mais cette démarche entraînerait la fin de l'expérience primitive que Deripaska lui-même a mentionnée. Cela détruirait complètement ce qui reste de l'économie civile et pousserait la population jusqu'ici silencieuse en masse dans les rues. Comme l'ancien directeur de la CIA William Burns l'a dit un jour, Poutine joue toujours la montre, mais le temps n'est plus du côté de Poutine. Le président russe observe de ses propres yeux chaque rouage de la machine dictatoriale parfaite qu'il a construite pendant 20 ans se briser un à un avec fracas. L'autorité absolue est écrasée sous le poids de la crise qu'elle a créée, et cette fois, la facture est envoyée tout en haut du palais. Le vent a déjà été semé en Russie. Il est maintenant temps de regarder l'ouragan approcher. Alors, que pensez-vous de ces événements? N'oubliez pas de partager vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et aimez notre vidéo. Merci de nous avoir regardés. À bientôt pour la prochaine analyse approfondie présentée par TGN.